La lumière filtrait à travers les stores dessinait des lignes pâles sur le sol en marbre du bureau de Lucien Delorme, un espace trop silencieux pour contenir le tumulte qui m'habitait. Je traversai la pièce d'un pas mal assuré, le souffle court, et ouvris la porte de la penderie privée où il ranguait ses costumes. L'odeur du bois ciré m'enveloppa immédiatement. Les tissus suspendus formaient une haie immobile, impeccable, presque trop parfaite. Je m'y glissai comme on cherche un refuge avant la tempête. Mes doigts se refermèrent sur une veste en laine froide. Mon front toucha l'étoffe, et mon souffle se brisa. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais rien laisser sortir. Je m'étais promis de demeurer calme, de faire comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Depuis des heures, je jouais la comédie. Sur ma chaise de travail, mes mains n'avaient cessé de trembler. Dans l'ascenseur en arrivant, j'avais gardé les yeux rivés au sol pour cacher leur rougeur. Je pensais tenir encore un peu. Puis la solitude du bureau avait fissuré ce fragile équilibre. La penderie m'avala comme une scène trop étroite pour que je puisse tomber sans bruit. Je m'appuyais contre les cintres. La laine effleurait mes tempes. J'essayais d'inspirer profondément, mais chaque respiration semblait heurter quelque chose de douloureux. L'air devenait trop épais. Une larme glissa, puis une autre. Je les essuyai aussitôt. Personne ne devait me voir ainsi, surtout pas lui. Le cliquetis de la poignée me fit tressaillir. La porte s'ouvrit lentement. La lumière du bureau inonda l'espace réduit. Je plissai les yeux. Une silhouette se découpa devant moi, grande, droite, impossible à ignorer. Lucien Delorme occupait l'embrasure comme si le cadre avait été construit pour lui. Son costume sombre contrastait avec la blancheur du mur. Sa cravate était légèrement dénouée, détail rare chez un homme qui cultivait l'élégance comme une seconde peau. Il resta immobile un instant. Son regard, clair et précis, se posa sur mon visage. L'air sembla changer de densité. « Julien, dit-il. » Sa voix résonna dans la penderie avec une étrange douceur. « Que se passe-t-il » Je voulus répondre, mais ma gorge se noua. Je secouai la tête. Mes mains se crispèrent autour de la veste que je tenais. « Je vais bien, murmurai-je, mais le timbre de ma voix me trahit. C'est juste un moment. Je dois me reprendre. » Lucien entra dans la penderie. L'espace rétrécit aussitôt. Les tissus frôlèrent ses épaules. Il posa son téléphone sur une étagère sans quitter mon visage. Je voulais reculer, mais je n'avais nulle part où aller. La porte derrière lui était désormais un mur invisible. Ses doigts touchèrent mon menton avec une retenue surprenante. Il me força à relever légèrement le visage. Pas brusquement. Avec une patience dangereuse. 8 mois, dit-il. 8 mois à travailler sans vaciller. Et maintenant, je te trouve ici. Dis-moi ce qui t'a mis dans cet état. Je tentai de me dégager, mais sa main resta là, ferme, calme, ancrée. Lucien, cela n'a rien à voir avec le bureau, soufflai-je. C'est chez moi. Il inclina la tête comme pour m'encourager à poursuivre. Son regard était si net que je me sentis mis à nu. C'est mon père, dis-je enfin. Les mots sortirent comme un aveu. Quelque chose s'est passé, cette nuit. Des hommes sont entrés dans son appartement. Lucien se figea. Une lueur glacée traversa ses yeux, puis disparut aussitôt, remplacée par une concentration profonde. Continue, dit-il. Je respirai difficilement. Je revis le sol de l'appartement de mon père, les objets renversés, le sang séché sur son front. Je serrai les poings. Ils l'ont frappé, dis-je. Il cherchait de l'argent lié à des histoires anciennes, des dettes dont je ne connaissais presque rien. Je l'ai trouvé au sol. Il ne pouvait même pas se lever. Je déglutis. Mes lèvres tremblaient. Je poursuivis, d'une voix encore plus basse. Il est à l'hôpital. Ils ont promis de revenir si quelqu'un parlait. Je pensais pouvoir gérer cela seul. Lucien retira sa main de mon menton, mais resta très proche. Ses doigts se posèrent sur mon épaule. La chaleur de son contact me fit fermer les yeux malgré moi. J'avais besoin de me tenir droit, mais ma force se dissolvait. Tu aurais dû me le dire immédiatement, dit-il d'une voix basse. Je ne voulais pas t'impliquer dans des affaires qui ne te concernent pas, répondis-je.
Je sais quel monde tu diriges. Je ne voulais pas que mon père devienne un poids supplémentaire. Il soupira. Ce soupir, pourtant discret, vibra entre nous. Julien, dit-il, s'il a été blessé dans Paris, si cela s'est produit ici, alors cela me concerne. Je secouai la tête. Je refusais de croiser son regard. Si je le faisais, je craignais de céder complètement. Je ne veux pas que tu rendes la situation pire, dis-je. Je veux juste qu'il soit en sécurité. Rien de plus. Lucien recula légèrement pour déplacer une rangée de costumes puis revint face à moi. La penderie paraissait encore plus petite, comme si ses murs s'étaient rapprochés. « Regarde-moi, dit-il. » Je levai les yeux. Une tension étrange traversa ma poitrine. « Tu ne seras pas seul dans cette histoire, déclara-t-il. Pas aujourd'hui, pas demain. Quel que soit le risque. » Je restai silencieux. Je sentis un frisson monter le long de mon dos. Sa présence me troubla, plus que je ne voulais l'admettre. Je suis venu tôt, dis-je pour détourner l'attention. J'avais des dossiers à terminer. En passant devant cette pièce, je me suis souvenu qu'une cravate était restée ici. Je l'ai cherchée. Et tout m'a rattrapé. Il acquiesça doucement. Je compris qu'il n'était pas dupe. Mon histoire n'était qu'un maigre prétexte. Il le savait. Alors c'est moi qui t'ai trouvé, dit-il, presque comme une constatation intime. Je détournai le regard. Je sentis une chaleur amère me monter au visage. De toute façon, ajouta-t-il, c'est terminé ici. Tu prends tes affaires et tu viens avec moi. Je me redressai brusquement. Paris vibrait derrière les murs du bureau. On entendait parfois le bruit lointain d'un taxi qui accélérait, ou le murmure du vent contre les fenêtres. Partir maintenant, demandai-je. Oui. Chaque minute passée en ville sans protection est une minute de trop. Je sortis de la penderie. L'air du bureau sembla immense après l'espace clos que nous venions de partager. Mes jambes étaient encore un peu faibles. Je rassemblai mon sac, mes dossiers, ma veste. Lucien resta près de moi, attentive présence qui n'effleurait jamais mais imposait sa chaleur à distance. Nous marchâmes vers l'ascenseur. Avant que j'appuie sur le bouton, sa main se posa dans le creux de mon dos. Simple geste, mais il me traversa comme une ligne de feu. Je respirai plus vite. Tout ira bien, dit-il. Je m'en chargerai. Personne ne posera un doigt sur toi ou sur ton père. Je fermai brièvement les yeux. La porte de l'ascenseur s'ouvrit, révélant son intérieur métallique et froid. Nous y entrâmes. Je me tins à un coin, cherchant de l'air. Lucien resta droit, planté dans son calme inquiétant. La cabine se mit en mouvement. Le reflet dans la paroi me montra mon visage, fatigué, les yeux encore brillants. À côté de moi, Lucien semblait maîtriser l'univers entier. Je pensais à mon père, seul dans une chambre d'hôpital, et à la promesse silencieuse que je venais d'accepter sans même m'en rendre compte. Lorsque les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Lucien me fit un signe de tête. Un véhicule noir nous attendait dehors. Paris étirait ses rues sous une lumière pâle. Je sentis l'air frais sur ma peau et, pour la première fois depuis la veille, une infime parcelle d'espoir tenta de remonter en moi. « Viens, dit-il. À partir de maintenant, tu ne fais plus un seul pas sans moi. » Et je le suivis, incapable de répondre autrement. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un silence qui n'avait rien de vide. Les rues de Paris défilaient derrière les vitres teintées, baignées dans une lumière grise qui annonçait une matinée lourde. Je gardais les mains jointes sur mes genoux. Mon esprit ne cessait de retourner les images de la veille. Lucien, assis à ma droite, observait la route d'un air calme, mais je percevais la tension contenue dans la manière dont ses doigts tapaient parfois contre la coudoir. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'entrée du bâtiment, le conducteur sortit aussitôt pour ouvrir la portière. L'air extérieur me frappa comme une vague froide. L'hôpital s'élevait devant nous avec ses façades pâles et ses vitres qui reflétaient le ciel bas. Je frémis. Lucien posa une main sur mon bras. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. Je respirai profondément. « Oui » répondis-je. « Allons-y. » Nous traversâmes le hall. Les talons de Lucien résonnaient sur le sol brillant comme une mesure régulière. Mon cœur battait à contretemps.
Chaque odeur, chaque bruit me renvoyait au moment où j'avais découvert mon père gisant dans son salon. Je mordis l'intérieur de ma joue pour reprendre contenance. Lucien le remarqua. « Si tu te sens vaciller, dis-le-moi, dit-il doucement. » Je secouai la tête. « Je veux juste le voir. » Nous montâmes par l'escalier. Lucien préférait éviter l'ascenseur, par prudence. Il ouvrit la porte du couloir du service où se trouvait la chambre de mon père. Deux hommes en costume sombre se tenaient non loin, immobiles. Ils saluèrent Lucien d'un signe de tête bref. Leur présence fit apparaître une nouvelle réalité. Rien ne serait simple désormais. Devant la chambre, je marquai une pause. Ma main hésita sur la poignée. Lucien posa sa paume dans mon dos. « Prends ton temps, dit-il. » Je poussai la porte. La chambre baignait dans une lumière douce. Mon père était assis, légèrement relevé par deux oreillers. Ses bras couverts de pansements formaient une carte silencieuse de la violence qu'il avait subie. Pourtant, il sourit dès qu'il me vit. « Julien, dit-il d'une voix enrouée. Te voilà. » Je m'approchai immédiatement. Je pris sa main avec un soin instinctif. Elle était tiède, un peu faible, mais vivante. Cela suffit pour m'émouvoir d'une façon presque douloureuse. « Comment tu te sens ?» demandai-je. « Comme un vieux piano qui a dévalé des marches », répondit-il avec une tentative d'humour. « Mais je suis encore entier. » C'est déjà bien. Je sentis mes yeux brûler à nouveau. Je ne voulais pas flancher. Lucien resta près de la porte, discret, presque effacé. Mon père leva les yeux vers lui. « Vous êtes Lucien Delorme ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Lucien. « Je suis venu parce que votre fils ne doit pas porter cela seul. » Mon père acquiesça lentement. J'entendis une gratitude silencieuse dans son souffle. Je lui racontai le minimum pour ne pas aggraver ses inquiétudes. Il finit par fermer les yeux un instant, épuisé. « Ils ont dit qu'ils reviendraient » murmura-t-il. Avant que je puisse les empêcher de parler. Ils voulaient me faire peur. « Vous n'êtes pas seul » dit Lucien. « Ce qui vous est arrivé ne restera pas sans réponse. » La voix de Lucien avait changé. Elle était devenue plus basse, plus tranchante. Je la connaissais peu sous cet angle. Je restai près du lit encore quelques minutes. Puis Lucien me toucha l'épaule. « Il doit se reposer » dit-il. Je hochai la tête. Je déposai un baiser sur la tempe de mon père. Il serra mes doigts une dernière fois avant que je ne recule. Nous sortîmes de la chambre. Le couloir était calme. Une infirmière passa à côté de nous en consultant un dossier. Le bourdonnement d'un ascenseur vibra à quelque distance. Je respirai plus vite. Je ne savais pas si c'était la fatigue ou cette intuition étrange que quelque chose se tenait sur le seuil du danger. Lucien descendit le premier vers le parking souterrain. Je suivis. La lumière changea brutalement. Le sous-sol baignait dans une clarté blafarde. L'odeur d'huile mêlée au béton froid me saisit. Je déglutis. Lucien ralentit. « Reste près de moi » dit-il. Je n'eus pas le temps de répondre. Trois silhouettes se détachèrent de derrière un pilier. Leur démarche trahissait une décision déjà prise. L'un d'eux portait un objet métallique à la main. La lame refléta brièvement la lumière. Le cœur me remonta dans la gorge. « Alors c'est lui » lança le premier en me pointant. « Le petit Caron. » « Parfait. Notre chef veut le récupérer. » Je fis un pas en arrière. Lucien se plaça immédiatement devant moi. Sa voix tomba comme un coup près. « Reculez. » Les hommes éclatèrent d'un rire sec. Le plus proche avança d'un pas. « Tu te prends pour qui ici ?» demanda-t-il. « Tu n'es pas dans ton immeuble de verre. » Il leva la lame. Je sentis ma peau se glacer. Mes doigts tâtonnèrent derrière moi à la recherche de quelque chose. Je touchai la voiture noire. Je reconnus l'arrondi du boîtier de commande. Ma paume glissa jusqu'au bouton discret. Je pressai dessus sans réfléchir. Un bip presque inaudible vibra sous mon doigt. La voiture s'alluma silencieusement. Les caméras intégrées se mirent en marche. Une alarme muette fut envoyée au téléphone du conducteur et à l'équipe de sécurité.
Lucien ne me jeta pas un regard. Il était concentré sur les 3 hommes. L'instant suivant, le premier agresseur bondit. La lame fendit l'air. Je reculai d'un geste brusque. Lucien attrapa le poignet du type, pivota et força l'homme à lâcher son arme. Le métal tomba au sol avec un cliquetis sec. Un second agresseur frappa Lucien au flanc. Le choc résonna contre les murs du parking. Lucien vacilla, mais tint bon. Il agrippa l'homme par le col et le projeta contre le béton. Le choc fit vibrer le sol sous mes pieds. Le troisième tenta de récupérer la lame, mais Lucien l'en empêcha d'un coup de pied précis. Des pas rapides retentirent. Le conducteur et un garde accouraient. Ils prirent en charge les 2 hommes encore debout. Le troisième, étourdi, tenta de fuir, mais fut immobilisé. Je courus vers Lucien. Je vis sa main posée sur son côté. Ses doigts étaient tachés de rouge. « Vous êtes blessé ?» dis-je précipitamment. « Ce n'est qu'une éraflure » répondit-il. « Partons. » Je secouai la tête. Je le soutins légèrement par le bras. Il accepta mon geste sans commenter. Nous rejoignîmes la voiture. Une fois à l'intérieur, je remarquai la tension de son souffle. Je pris place à côté de lui. Il ferma les yeux un instant. La voiture démarra en silence. Les lumières du parking disparurent derrière nous. Une douleur sourde me frappa soudain au thorax. L'adrénaline retombait. Je tremblais de la tête aux pieds. « Julien » dit Lucien en rouvrant les yeux. « Tout va bien. Ils ne t'ont pas touché. » Je secouai la tête. « C'est vous qui êtes blessé. Cela n'aurait pas dû arriver. » Il me regarda. Un regard lourd, grave, étonnamment doux sous la fatigue. « J'assume mes actes, dit-il. Ce qui compte, c'est que tu sois vivant. » Nous arrivâmes aux Pentouses. Je descendis le premier et l'aidai à sortir de la voiture. Une fois à l'intérieur, je partis directement vers la cuisine pour récupérer la boîte de secours. Mes doigts tremblaient encore. Je revins vers lui. « Asseyez-vous, dis-je. » Un sourire très léger passa sur son visage. « Tu donnes des ordres maintenant, dit-il. »« Oui, répondis-je en ouvrant la boîte. Et je ne veux pas de protestation. » Il s'assit. Je m'agenouillai devant lui. J'écartai délicatement le tissu de sa chemise. La plaie n'était pas profonde, mais saignait encore. Je nettoyai la zone avec soin. La chaleur de sa peau me traversait. Son souffle vibrait près de ma joue. « Tu aurais dû me dire que tu souffrais, dis-je. »« Tu avais assez de choses à gérer, » répondit-il. Je ne voulais pas ajouter cela. Je le regardais. Son visage était si proche que je distinguais chaque nuance dans ses yeux. Une tension étrange envahit l'espace. « Julien » murmura-t-il. Je relevai la tête. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Son regard se posa sur ma bouche. Je sentis mon cœur cogner contre ma poitrine. Sa main se leva, hésita et effleura ma joue. Je penchai légèrement la tête. Je ne savais plus si je respirais. Un vibreur sonore coupe à l'instant. Son téléphone clignotait. Il détourna les yeux, prit l'appel. Sa voix redevint posée, professionnelle. « C'était Marc » dit-il en raccrochant. « Il a trouvé le nom de celui qui a ordonné l'attaque. Nous devons le confronter demain. Et je veux que tu sois à mes côtés. » Je restai figé. L'idée me terrifiait, mais je compris qu'il ne s'agissait pas d'un choix. « Je serai là, dis-je. » Lucien hocha la tête. Une lueur presque tendre passa sur son visage. « Repose-toi maintenant, dit-il. Demain sera décisif. » Je déposai les compresses usagées à la poubelle. Ma main tremblait encore. La journée venait de changer le sens de tout ce que je croyais maîtriser. Et pourtant, en le regardant, je ne ressentis pas seulement de la peur. Je ressentis aussi une étrange promesse, fragile mais lumineuse, qui naissait dans l'ombre. La lumière du matin s'étirait sur les larges fenêtres du Pentouze, diffuse et presque silencieuse. Je m'éveillai avant que le soleil ne monte vraiment. La nuit n'avait été qu'une suite de sursauts. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la lame dans le parking, le sang sur les doigts de Lucien,
Les cris étouffés entre les piliers de béton. Une fatigue lourde me collait à la peau. Pourtant, quelque chose en moi refusait de rester couché. Je me levai sans bruit. La pièce était froide. Je me dirigeai vers la cuisine pour me servir un café. La cafetière vibra légèrement. Mes mains frémissaient encore. Je les rapprochai de la tasse chaude pour calmer cette agitation. La ville au dehors commençait à s'agiter. Des voitures longeaient la Seine. Des passants matinaux marchaient d'un pas rapide. Lorsque j'eus bu quelques gorgées, je cherchai mon sac. J'en retirai un vieux cahier à la couverture abîmée. Je l'avais ramené de l'appartement de mon père des années auparavant. À l'époque, je n'avais pas compris son importance. Aujourd'hui, il me semblait être un fil reliant le passé à ce qui arrivait maintenant. Je l'ouvris. Des chiffres serrés occupaient des pages entières. Des initiales revenaient. Des montants irréguliers. Des dates espacées. C'étaient les traces d'une époque que mon père avait essayé d'oublier. Je posai le cahier sur la table et me mis à recopier ce que je pouvais reconnaître. Je reformais des listes, des noms, des lieux. Les casinos secrets de Belleville changeaient souvent d'adresse. Mon père me l'avait appris sans savoir que je le retiendrais malgré moi. Certaines écritures remplaçaient les précédentes, preuve que les réseaux se déplaçaient pour échapper à la police ou aux autres bandes. Je travaillais ainsi pendant un long moment. Je n'entendis pas Lucien arriver. Ce fut sa voix grave qui me ramena à la réalité. « Tu es debout depuis longtemps. » Je sursautai légèrement. Il s'approcha. Il portait une chemise claire, ouverte au col, et son regard semblait encore chargé des restes de la nuit. « Je n'arrivais pas à dormir, dis-je. Je voulais comprendre ce qui a conduit à tout cela. » Il observa les feuilles étalées sur la table. Son expression changea. « C'est le cahier de ton père ?» demanda-t-il. « Oui. Il contient des traces de ses anciens employeurs. Je crois que cela peut aider Marc à relier certaines choses. » Lucien tira une chaise et s'assit près de moi. Il prit l'une des feuilles que je venais de remplir. Je suivis son regard parcourant les noms et les sommes. « Tu as fait cela seul ce matin ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. « Je ne veux plus être dans le noir » dis-je. « Et si je peux fournir des informations utiles, alors je le fais. » Il eut un sourire presque imperceptible, mais profond, comme un remerciement que ces mots ne formulent pas souvent. Marc frappa à la porte quelques minutes plus tard. Il entra avec la même démarche assurée que la veille, mais son visage portait une fatigue différente, teintée de concentration. « Nous avons une piste » annonça-t-il. L'homme derrière tout cela se nomme Raoul Vautrin. Il gérait une salle clandestine à Belleville il y a longtemps. Il a monté son propre cercle ensuite. Lucien hocha la tête. Je sentis mon estomac se nouer. « Vautrin » dis-je. Mon père en parlait parfois. Il disait que cet homme aimait garder les dettes vivantes. C'est exactement ce que j'ai constaté, répondit Marc. Il a gardé plusieurs anciens employés sous pression. Et ton père a couvert un de ses supérieurs lors d'une descente policière. Vautrin n'a jamais oublié. Lucien croisa les bras. Il ne s'agit donc pas d'un simple rappel de dette, dit-il. C'est une vengeance. Il se tourna vers moi. Son regard avait pris une gravité nouvelle. Tu dois savoir quelque chose, dit-il. Ce qui a frappé ton père ne vient pas seulement de Vautrin. Cela vient aussi d'un souvenir qu'il partage avec ma famille. Je fronçai les sourcils. Lucien se leva et marcha vers la fenêtre. Il parla sans se retourner. Il y a longtemps, dit-il, ma sœur travaillait comme serveuse dans l'un de ces salons. Elle était jeune, trop jeune pour supporter ce milieu. Une nuit, la police a failli tout renverser. Mon père n'était pas là. Les hommes de la salle voulaient la laisser se débrouiller seule. Ton père l'a cachée dans une réserve. Grâce à lui, elle a évité les ennuis. Sans lui, elle aurait été prise dans cette rafle. Cela aurait détruit sa vie. Je restai immobile. Les mots de Lucien prirent un sens nouveau. Ce lien invisible qui l'avait fait réagir avec une telle force n'était pas né du hasard. Il se retourna enfin. Je lui dois quelque chose, dit-il. Et je paie mes dettes. Je me levai instinctivement. Une émotion mêlée de surprise et de reconnaissance me traversa.
Je ne savais pas, dis-je. Je le sais bien, répondit-il. Ton père ne l'a jamais dit ouvertement. Il n'aimait pas qu'on se souvienne de ces histoires. Marc posa le dossier qu'il tenait. Nous avons localisé un endroit où vos trains passent souvent, dit-il. Une petite salle à l'arrière d'un bistrot. Il y sera à midi. Si vous voulez le rencontrer, c'est le moment. Lucien hocha la tête. Il se tourna de nouveau vers moi. Tu viendras, dit-il. Ce n'est pas pour te mettre en danger. C'est pour que personne ne puisse nier la vérité devant toi. Je fermai le cahier. Je rangeai les feuilles. Je savais que je n'aurais pas réellement le choix, mais je n'avais pas non plus l'envie de reculer. Je voulais comprendre ce que mon père avait porté tant d'années sur ses épaules. Nous descendîmes dans le parking. Le chauffeur nous attendait devant la voiture. L'air extérieur portait une fraîcheur presque tranchante. Paris s'étendait devant nous sous un ciel gris laiteux. La ville semblait hésiter entre la pluie et un soleil encore timide. Dans la voiture, Lucien se tourna légèrement vers moi. « As-tu peur ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je sans détour. »« Ce n'est pas une faiblesse, dit-il. La peur t'oblige à rester vigilant. Elle ne t'empêchera pas de te tenir droit. » Je regardais la rue défiler. Les façades haussmanniennes glissaient comme des murs étrangement familiers. Les passants marchaient sans se douter de ce qui se préparait à quelques rues de là. Je sentis le frisson du danger se mêler à une détermination nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seulement celui qu'on recueille au bord de l'effondrement. J'apportais quelque chose. Je participais à cette lutte. Nous approchâmes du bistrot. Les rideaux rouges semblaient anodins depuis la rue. Personne ne se serait douté qu'un affrontement discret se jouerait derrière cette façade ordinaire. Lucien posa brièvement sa main sur la mienne. « Tu n'es pas seul, dit-il. »« Pas aujourd'hui. » La voiture s'arrêta. J'inspirai profondément. Paris retenait son souffle. Moi aussi. Et nous descendîmes. Le trottoir devant le bistrot brillait légèrement sous une fine humidité, comme si la ville avait transpiré pendant la matinée. Les rideaux rouges donnaient à la façade un air presque chaleureux. Pourtant, l'atmosphère qui s'en dégageait n'avait rien d'accueillant. Une tension subtile flottait autour de la porte vitrée. Lucien marcha devant moi, le pas assuré. Marc nous suivait à quelques pas. Je sentais mon cœur battre avec un rythme irrégulier, la peur et la détermination se disputant chaque pulsation. À l'intérieur, l'odeur du café serré se mêlait à celle du bois poli. Quelques clients discutaient, ignorant de ce qui se déroulait à l'arrière. Le serveur leva brièvement la tête lorsque nous passâmes. Son regard glissa sur Lucien comme s'il reconnaissait une figure qu'il valait mieux ne pas contrarier. Il nous indiqua discrètement la porte du fond. Nous pénétrâmes dans une salle beaucoup plus sombre. Les murs étaient recouverts de photos anciennes. Une lampe suspendue diffusait une lueur jaune qui effleurait les bords d'une table ronde. Au centre de la pièce, un homme attendait. Je compris immédiatement qu'il s'agissait de Raoul Vautrin. Il portait un manteau sombre malgré la chaleur de la pièce. Ses cheveux poivre et sel étaient tirés en arrière. Ses mains étaient posées sur la table, croisées, comme s'il nous évaluait déjà. Il se leva lentement. « Ainsi, vous voilà enfin, dit-il d'une voix grave. Je me demandais si vous auriez le courage de venir en personne. » Ses yeux glissèrent sur moi avec une curiosité malveillante. « Et voici le fils, ajouta-t-il. Je reconnais les traits de Henri Caron. Même regard, même manière de se tenir droit sans savoir si le sol va se dérober. » Je inspirai profondément. Je refusai de détourner les yeux. Lucien se plaça à mon côté, calme mais attentif. « Nous ne sommes pas ici pour des insinuations, dit Lucien. Nous sommes ici pour régler ce que tu as commencé. » Vautrin esquissa un sourire sans chaleur. Il reprit place sur sa chaise et nous fit signe de nous asseoir. Je m'installai entre Lucien et Marc. L'air dans la salle sembla s'épaissir. On aurait dit que les murs retenaient leur souffle. « J'attendais ce moment depuis longtemps, dit Vautrin. Votre père m'a planté un couteau dans le dos il y a des années. Ce qu'il a reçu n'est qu'un rappel. » C'est faux, répondis-je d'une voix que je surpris moi-même par sa fermeté. Mon père n'a jamais trahi personne. Il a protégé un homme qui risquait d'être pris dans une descente.
Il a assumé seul les conséquences. Vous lui devez encore la liberté de vos anciens supérieurs. Un silence froid suivit mes paroles. Les yeux de Vautrin se réduisirent à deux fentes méfiantes. Tu as de la voix, dit-il. Je vois que tu n'es pas venu pour écouter. Lucien déposa un dossier sur la table. Les feuilles étaient soigneusement assemblées. Je reconnus certaines que j'avais réécrites le matin même. Il inclina légèrement la tête vers Marc, qui ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Regarde bien, dit Lucien en posant un doigt sur la première page. Ce sont des traces de tes opérations non déclarées. Tu pensais les avoir camouflées. Tu t'es trompé. Et encore, ce n'est qu'une partie. Vautrin prit la feuille avec un calme forcé. Je vis ses doigts se crisper. Il parcourut rapidement les chiffres, les lieux, les dates. Chaque ligne semblait le frapper un peu plus. Ce n'est pas suffisant pour faire tomber mon réseau, dit-il malgré une hésitation perceptible. Lucien posa une seconde pile de documents. Marc en fit glisser une autre. Je remarquai que certaines informations venaient directement des notes de mon père. Lucien poursuivit. Nous avons également les preuves que tu détournes régulièrement les entrées de 2 cercles de jeu. Tu mens à tes partenaires. Tu réduis les parts de ceux qui te protègent. Et tu as utilisé mon nom pour intimider des familles en dehors de ton secteur. Le visage de Vautrin perdit un peu de sa couleur. Ses yeux se posèrent sur moi, puis revinrent à Lucien. Tu es venu pour négocier ou pour me mener à l'abattoir, demanda-t-il. Lucien s'adossa à sa chaise. Sa voix devint d'une tranquillité tranchante. Je ne suis pas là pour du sang. Je suis ici pour une solution. Tu vas effacer toute dette associée à Henri Caron. Tu vas informer tous les hommes sous ton autorité que la famille Caron est intouchable. Tu vas cesser d'utiliser leur nom pour justifier des menaces. Et tu vas céder une part significative de ton bar de la rue Oberkampf à une société qui m'appartient indirectement. Vautrin éclata d'un rire nerveux. Tu crois vraiment que je vais céder un commerce rentable pour un simple affrontement, demanda-t-il. Ce n'est pas un simple affrontement, répondit Marc. Si ces documents sortent, tu perds bien plus que cela. Tu perds tes partenaires. Tu perds tes protections. Tu perds ton territoire. Tu le sais très bien. Je me penchai légèrement. Je sentis le regard de Vautrin peser sur moi. Sa respiration s'accéléra un peu. Mon père n'a rien fait contre toi, dis-je. Il t'a servi pendant des années. Il a obéi quand tu avais besoin de silence. Il ne mérite pas ce que tu lui as infligé. Et moi non plus. Vautrin se passa une main sur le visage. Son assurance se fissurait. Il étudia les documents devant lui avec une concentration fébrile. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Je ne voulais pas que ton père meure, dit-il enfin. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Ces types ont exagéré. Je voulais juste une réaction. La réaction, tu l'as, répondit Lucien. Un long moment passa. L'odeur de bois chaud et de poussière s'accrocha à la salle comme un rideau immobile. Finalement, Vautrin prit un stylo. Il écrivit quelques lignes sur une feuille vierge. Il signa. Il poussa le papier vers Lucien. Je renonce à tout droit sur Henri Caron, dit-il d'une voix dure. Je déclare sa famille hors de portée de mes activités. Je m'engage à transmettre cet ordre immédiatement. Et pour le bar, demanda Lucien. Vautrin serra les dents. Il ajouta une seconde signature sur un document préparé par Marc. Puis il posa le stylo avec un geste résigné. C'est fait, dit-il. Maintenant, partez. Lucien prit les documents. Il se leva. Je me levai aussi. Marc ferma le dossier avec un claquement net. Nous quittâmes la salle sans un mot de plus. Lorsque nous atteignîmes la rue, l'air frais me frappa comme un souffle de vie. Je restai immobile quelques secondes. Mon cœur battait vite, mais différemment. Comme si une lourdeur avait disparu. Lucien se plaça à mes côtés. Je sentis sa présence avant même qu'il ne parle. Tu as été remarquable, dit-il doucement. Ta voix a fait plus qu'une menace. Elle a donné un visage à ce qu'il a voulu briser. Je baissai les yeux, submergé. Je voulais juste défendre mon père, dis-je. Tu as fait bien plus, murmura-t-il.
tu t'es défendu toi-même. Le bruit de la circulation flottait autour de nous. Les passants marchaient sans prêter attention à la scène. La normalité du monde contrastait avec la tempête que nous venions d'affronter. Je levai les yeux vers Lucien. Il me regardait avec une intensité nouvelle. Une chaleur passa entre nous. Une sensation qui n'avait rien à voir avec la peur. « Je ne sais pas pourquoi tu fais tout cela pour moi, dis-je. » Il approcha légèrement son visage du mien. « Parce que tu comptes, dit-il. » J'eus à peine le temps de respirer que sa main se déplaça vers ma taille, prudemment. Sa paume s'y posa avec une douceur inattendue. Je sentis la ville s'effacer. Les voitures devinrent un bruit lointain. Le vent sembla ralentir. Lucien murmura. « Si je te demande quelque chose, réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu veux que je t'embrasse ?» Je restai suspendu, incapable de parler. Je hochai la tête, lentement. Alors il m'embrassa. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un mouvement sûr, profond, mais étonnamment tendre. Je m'accrochai au tissu de son manteau pour ne pas perdre l'équilibre. Une vague de chaleur monta en moi. Lorsque nos lèvres se séparèrent, je sentis mon souffle trembler. Il effleura ma joue du bout des doigts. « C'est le début, dit-il. Pas la fin. » Je restai contre lui un instant, le cœur encore heurté d'émotions nouvelles. Paris continuait de vivre autour de nous. Mais pour moi, le monde venait de changer de teinte. Et c'était irréversible. L'air de l'hôpital avait changé depuis la veille. Il semblait moins pesant, moins chargé de menaces. Pourtant, en entrant dans le hall avec Lucien, je sentis mes épaules se raidir. Le souvenir des pas précipités dans le parking me revenait. Je regardai rapidement autour de moi. Rien ne semblait inhabituel. Une infirmière poussait un chariot de linge. Un médecin consultait des dossiers près de l'accueil. La normalité du lieu contrastait avec tout ce qui avait failli s'y produire. Lucien marcha à mes côtés. Son pas était lent, peut-être pour m'accorder du temps. Nous montâmes jusqu'à l'étage où se trouvait la chambre de mon père. Les deux gardes stationnés dans le couloir se redressèrent à notre arrivée. Leur présence avait quelque chose d'apaisant, même si cela me rappelait à quel point tout était fragile. Je toquai doucement. La voix de mon père répondit, un peu plus claire que les jours précédents. « Entre. » Je poussai la porte. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, dessinant des bandes pâles sur le lit. Mon père était réveillé, appuyé contre un oreiller. Son regard se posa immédiatement sur moi, puis glissa vers Lucien. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. « Vous êtes revenu, dit-il. »« Oui, » répondit Lucien en s'approchant. « Je voulais vous voir avant les prochains arrangements. » Mon père sourit légèrement. Son sourire était plus sincère que ce matin-là. Cela me fit un bien immense. Je m'assis à côté du lit. « Comment tu te sens ?» demandai-je doucement. « Un peu moins cabossé » répondit-il avec une pointe d'humour. « On dirait que les médecins savent ce qu'ils font. Et je suppose que la présence de deux hommes devant la porte y contribue aussi. » Je baissai timidement les yeux. Lucien resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à la manière d'aborder ce qu'il avait à dire. Puis il parla, d'un ton calme. « J'ai réglé la situation avec Raoul Vautrin, dit-il. Il a signé. Il renonce à tout droit sur vous et votre famille. Il cessera toute pression. Vous ne serez plus inquiétés. » Mon père inspira profondément, comme si l'air reprenait enfin sa place dans ses poumons. « Alors c'est terminé ?» demanda-t-il. « Oui » répondit Lucien. « Définitivement. » Un silence doux s'installa. Les yeux de mon père se mouillèrent un instant. Il détourna le regard pour cacher cette émotion, mais je l'avais vue. Cela serra ma poitrine. « Merci » dit-il d'une voix plus faible. « Je ne sais pas comment vous avez fait. Et je ne veux probablement pas le savoir. Mais merci. » Lucien inclina légèrement la tête. Il semblait touché par ces mots, même s'il ne le montra pas avec excès. « Vous n'avez pas à me remercier, dit-il. J'avais une dette envers vous. Une dette ancienne. » Mon père fronça les sourcils. « Une dette ?» demanda-t-il. Lucien se rapprocha du lit. « Vous vous souvenez de la nuit où la police a encerclé le salon de Belleville ?» dit-il.
vous savez bien laquelle. Le visage de mon père se détendit lentement. Il sembla remonter quelque part loin dans sa mémoire. Je m'en souviens, murmura-t-il. C'était un chaos sans nom. Les patrons s'étaient cachés. Les employés couraient dans tous les sens. Lucien hocha la tête. Vous avez caché ma sœur, dit-il. Elle n'avait rien à faire là. Elle était trop jeune. Trop vulnérable. Vous l'avez mise en sécurité avant l'arrivée des agents. Vous l'avez protégée alors que personne ne voulait le faire. Sans vous, sa vie aurait été brisée. Mon père resta silencieux. Une fatigue nouvelle passa sur son visage, mais aussi une paix inattendue. Alors vous êtes le frère de cette fille, dit-il doucement. Oui, répondit Lucien. Mon père baissa les yeux vers ses mains bandées. Je ne pensais pas que ce geste aurait une conséquence un jour, dit-il. J'ai fait ce qui me semblait juste. C'était plus que cela, dit Lucien. Et je n'ai jamais oublié. Je sentis ma gorge se serrer. Je regardai mon père, puis Lucien. Cette connexion ancienne que j'ignorais donnait soudain un nouveau relief à tout ce qui s'était produit. Je compris que mon père n'avait pas seulement été un homme écrasé par ses erreurs passées. Il avait aussi été un protecteur silencieux, un homme capable de courage dans l'ombre. Je lui pris la main. Il la serra faiblement. Tu n'es plus en danger, dis-je. Tout est réglé. Mon père me regarda longuement. Julien, dit-il, tu as toujours cru que tu devais tout porter seul. Mais ce n'est pas ainsi qu'un homme avance. Parfois, il faut accepter que d'autres viennent en aide. Je baissai la tête. Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais le montrer. Lucien intervint alors, presque tendrement. Votre fils a montré une force admirable, dit-il. Il s'est tenu droit lorsque les choses menaçaient de s'effondrer. Je sentis mes joues chauffer. Mon père esquissa un sourire. Je n'en attendais pas moins de lui, dit-il. Quelques minutes plus tard, le médecin entra pour vérifier les constantes de mon père. Je profitai de ce moment pour sortir dans le couloir avec Lucien. L'air semblait plus léger. Les bruits environnants avaient perdu leur urgence. Lucien s'appuya contre le mur. Il me regarda comme s'il cherchait à lire au-delà de mon visage. « Tu vas pouvoir respirer maintenant, dit-il. » Je m'approchai, lentement. « Je ne sais pas comment te remercier, dis-je. » Il secoua la tête. « Ne me remercie pas. Je n'ai pas fait tout cela pour une reconnaissance. Je l'ai fait parce qu'il s'interrompit. » Sa voix perdit un instant sa certitude habituelle. « Parce que tu comptes pour moi plus que je ne voulais l'admettre. » Je restai immobile. Ces mots se diffusèrent en moi comme une chaleur douce mais intense. Je levai la main. Elle tremblait légèrement. Je la posai sur sa manche. « Lucien, dis-je, je crois que je ressens. » Il posa ses doigts sur ma joue, très doucement. « Je sais, murmura-t-il. Tu n'as pas besoin de tout dire d'un coup. » La porte de l'ascenseur s'ouvrit soudain. Un couple en sortit. Nous nous écartâmes légèrement. Lucien me fit un signe discret. « Viens. Je veux te montrer quelque chose. » Nous quittâmes l'hôpital. Le ciel commençait à prendre une teinte dorée. Paris semblait suspendu dans une lumière calme. La voiture nous conduisit jusqu'à un immeuble plus bas, non loin de Montmartre. Lucien m'ouvrit la porte menant au toit. Une brise fraîche m'accueillit. Je découvris alors un jardin suspendu. Des plantes aromatiques occupaient plusieurs carrés de bois. Le parfum du basilic et de la lavande se mêlait au vent. Des lanternes attachées le long de la rambarde diffusaient une lueur douce. La ville s'étendait devant nous, immense. Les toits s'étageaient jusqu'à la silhouette lointaine du Sacré-Cœur. Lucien s'approcha d'un banc en bois. Il s'y assit. Je le rejoignis. Nos épaules se frôlèrent. Un calme inattendu s'installa. « Je viens ici quand je veux réfléchir, » dit-il. « Lorsque tout devient trop lourd. » Je regardai la vue. Elle était magnifique. Paisible. Lumineuse. « C'est beau, dis-je. »« Pas autant que toi quand tu respires enfin, » répondit-il dans un murmure. Je tournai la tête vers lui. Son regard s'était adouci. Une émotion sincère traversa son visage.
Il prit ma main, lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. « Julien, dit-il, je ne veux pas précipiter les choses. Je veux avancer avec toi à ton rythme. » Je sentis mes yeux picoter. Je ne voulais pas avoir peur de ce que je ressentais. « Je crois que je tombe amoureux de toi, dis-je dans un souffle. Lucien inspira profondément. Puis il m'attira contre lui. Sa main se posa derrière ma nuque. Sa chaleur effaça en un instant tous les restes de la nuit précédente. « Alors laisse-moi être celui qui te rattrape, murmura-t-il. Je fermai les yeux. La ville en dessous semblait s'illuminer d'un éclat nouveau. Le vent portait les parfums du jardin. Et dans les bras de Lucien, je ne ressentis plus la morsure de la peur. Seulement une promesse douce, encore fragile mais réelle. Le monde pouvait changer demain. Mon père aurait besoin de temps pour guérir. Moi aussi. Mais à cet instant, sur ce toit, sous ces lanternes, je sus que quelque chose venait de commencer. Quelque chose de fort. Quelque chose qui avait enfin la place d'exister. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son dernier souffle, un souffle où la peur cède enfin la place à la tendresse. Si le parcours de Julien et Lucien vous a touché, sachez qu'il reste tant de récits d'hommes qui apprennent à aimer malgré l'ombre. Sur MEN in Love, chaque histoire explore la force des liens, la douceur des choix et la vérité du cœur. Abonnez-vous pour découvrir d'autres émotions, d'autres rencontres et d'autres moments où l'amour entre hommes devient lumière.